Alors j'invite nos intervenants, Béatrice Jarige du Shift Project, Saskia Cousin, anthropologue du tourisme, et Jean-Baptiste Soubegnier de la MONA, la mission des offices du tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Bienvenue à vous, mettez-vous comme vous le souhaitez, c'est chaleureux. Alors je vous donne à tous un micro, il faudra parler très proche. Hop, tiens voilà. Alors, le sujet retenu ce soir, c'était le tourisme de proximité. Je crois qu'on a tous été un peu contraints au tourisme de proximité ces dernières années. C'était assez facile comme sujet, il faut bien avouer. Merci pour ce sujet qui nous touche tous, qui nous a tous ces dernières années. On a eu ces fameux 100 km qui nous ont un peu restreints. On a découvert que tout d'un coup, autour de chez nous, il y avait des beautés et c'était assez facile d'y aller. En effet, s'est posé très vite la question du moyen de transport. Comment y aller? On a entendu tout à l'heure la voiture. Est-ce que le train? Est-ce que à pied? Le vélo? L'explosion du tourisme à vélo en ce moment, on s'en rend compte, est une donnée importante. Et donc, ce qui était intéressant, et c'est super de vous réunir tous les trois ce soir. Ferdinand Martinet de Chiloé ne peut pas être là, mais en effet, c'est aussi ce même mouvement au niveau de la micro-aventure. C'est le tourisme de proximité. On va peut-être passer les uns après les autres au niveau de votre vision, au niveau peut-être plus local. Jean-Baptiste, pour commencer, comment ça se passe le tourisme de proximité? En préparant cette table ronde, on parlait beaucoup de la nuance entre le tourisme et le loisir, qui devient la frontière est de plus en plus poreuse. Le tourisme durable, on parle de la durée, donc le tourisme, est-ce que les temps de tourisme évoluent? Là, Saskia pourra peut-être nous en parler aussi. Grâce à Béatrice, on pourra aussi parler des moyens de transport qui nous sont donnés. Est-ce que tous les moyens, est-ce que tous les coûts sont adaptés? Comment les faire baisser si possible, etc. Est-ce que les moyens sont là? Bref, Jean-Baptiste, peut-être que tu peux commencer sur ce sujet et nous parler de ta vision au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, peut-être, qui te touche tous les jours au niveau de tes offices de tourisme. Eh bien, oui, avec plaisir. Déjà, bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation et pour ce temps. Vision, je n'irai pas jusque-là, mais constatation, analyse, réflexion avec le réseau des offices de tourisme de Nouvelle-Aquitaine et au-delà même, le rôle que peuvent avoir les institutionnels dans ça. Déjà, le point de départ, c'est que ce n'est pas nouveau. Malgré le remarketage d'énormément de choses, on peut partir du principe que ce n'est pas nouveau. On peut aussi partir du principe qu'on ne peut pas parler de ça sans parler de croisement, de distance et de temps. Parce que ce qui paraissait logique en proximité pendant le Covid à 100 km, aujourd'hui on entend des marchés européens de proximité. Donc ce terme est réutilisé et chacun a son prisme de lecture sur ce qu'on entend par proximité selon ses enjeux. Donc ça peut être un sujet plus que complexe. Et aujourd'hui, c'était très bien présenté sur les quelques chiffres, je pense que le critère prix de l'essence redéfinit un certain nombre de proximités pour un certain nombre de budgets. Et donc ça, c'est clairement pas anodin. Je dis que c'est pas nouveau parce que du coup, nos amis du Comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine, qui est un observatoire, d'ailleurs je salue Amandine qui est dans la salle, en 2019, c'était déjà 31 millions de séjours étaient faits en Nouvelle-Aquitaine par des néo-aquitains. Donc c'était la première clientèle de la région. Et je pense qu'on peut faire le tour d'un bon paquet de régions et ça va être un petit peu la même logique. Mais ça influe sur un premier levier, à mon sens, c'est... On ne pourra pas parler de ça sans avoir cette réflexion avec l'habitant sous toutes ses dimensions. L'habitant accueillant, l'habitant offreur, l'habitant citoyen, l'habitant aussi influenceur. Quand je mets influenceur, c'est à la fois dans sa capacité d'accueil, sa capacité de faire découvrir des endroits ou autres. Clin d'œil, il y a énormément de démarches. Il y en a dans les trophées qu'on pourra citer aussi au fur et à mesure. Et du coup, cette vision-là, c'est comment faire en sorte qu'on ne le prenne pas comme une opportunité, en fait. C'est génial qu'on en parle aujourd'hui, c'est génial qu'on en parle depuis 3 ans, mais comment c'est inscrit dans les stratégies de développement, ou je ne dirais pas de développement, mais d'équilibre territorial, d'équilibre territoriaux, et comment, du coup, on réfléchit avec ce prisme-là.
Et du coup, ça a fait repenser ce que j'évoquais sur les transports et la temporalité, ça refait penser des usages, et ça refait penser, par rapport à la question sur laquelle vous me lancez, en fait, la limite entre loisir du quotidien, qui soit fait pour un habitant ou un habitant de 2 jours parce que c'est un touriste, ou qu'il soit fait pour le touriste tel qu'on veut, on en donne le critère dans le code du tourisme, en fait la frontière s'estompe énormément, et c'est tant mieux parce que du coup on parle aménagement du territoire, on parle conciliation des usages sur les territoires, on parle intermodalité, enfin énormément de sujets, je pense qu'on va voir sur la table ronde. On peut parler révolution ou pas? Pardon? Révolution du tourisme? Je ne sais pas si c'est révolution du tourisme ou évolution de notre société, parce que quand adaptation. Adaptation si on veut, mais quand on voit que le monde du travail tend à aller vers des semaines de 4 jours, le rapport au temps libéré, le rapport à la proximité, le rapport à la mobilité va fortement influencer ce qu'on fait en proximité. Et la proximité, c'est un espace géographique, et j'ai des gens qui sont venus en train, en avion, d'autres qui sont venus en vélo, d'autres qui sont venus de 500 km et d'autres de 20 km, et c'est comme ça au-delà du tourisme, c'est comme ça qu'on fait société en fait. Nous, voilà, c'est plutôt ça l'approche qu'on a à la Mona, derrière tout un pan qu'on a mis sous une terminologie, nos petits noms de code de ADES, pour animation durable de destination, avec énormément de pans de réflexion pour aider les offices de tourisme à jouer leur rôle dans cette partie-là, et plus largement les institutionnels du tourisme. Des exemples concrets peut-être que vous mettez en avant? Des exemples concrets, j'en ai un là en tête, c'est du côté d'Arcachon. Bassin d'Arcachon, je pense que ça parle à tout le monde en termes de destination. C'est attractif par la notoriété, qui fait le choix de ne plus communiquer pour faire venir des gens de juin à septembre. Donc c'est un acte assez fort. Et ils ont aussi créé une offre qu'ils ont testée là de janvier à mars, mais qu'ils vont faire maintenant de octobre à mars, essentiellement pour faire découvrir je vais utiliser un terme qui est dévoyé au niveau marketing, mais des pépites du territoire. Soit je visite, soit je fais, et ce n'est que pour les habitants ou les gens qui habitent autour, et par extension pour les Girondins. Donc vous imaginez un peu des visites, hein, si on veut, mais je vais aller voir les backstage de l'opéra, je vais aller ouvrir des huîtres avec un écailleur, mais par contre ce n'est ciblé que pour les habitants, parce qu'ils savent que c'est aussi derrière des accueillants, c'est eux qui parlent de leur territoire, c'est eux qui vont dire qu'il y a des choses à faire sur ce territoire-là en dehors de la fameuse saison, pour ceux qui peuvent partir en vacances, commençons par là, et pour ceux qui peuvent partir en vacances ou en week-end en dehors de la période. Et une autre dont on avait parlé, c'est du côté des voisins et des amis d'Occitanie, Albi, qui avait fait les visites sandwich pour faire découvrir à ceux qui travaillent à la pause déj, vous allez faire une visite guidée, vous ne savez pas ce que vous allez découvrir, vous avez un sandwich en même temps, et vous redécouvrez complètement différemment votre territoire. Il y en a énormément d'autres, des petites actions comme ça, plus structurantes, mais c'est juste par rapport à cette corrélation ou cette frontière qu'il y a entre tourisme et loisirs, comment on arrive à la faire disparaître petit à petit pour que aussi les acteurs institutionnels jouent leur rôle, acteurs techniques, quand je parle des offices de tourisme, jouent leur rôle en termes d'influence, de portage de projets, avec aussi les décisionnaires politiques pour voir autrement le tourisme, qui n'est pas forcément que du développement, surtout quand on parle de tourisme durable, où les deux termes peuvent un peu s'entrecroiser, quoi. Merci Jean-Baptiste. Béatrice Jarige, du Shift Project, on peut dire ça? Vous collaborez tu collabores au Shift Project? Je collabore au Shift, que je peux brièvement présenter. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une association, un think tank, comme on dit, qui travaille à dessiner ce que pourraient être les contours d'une économie française décarbonée, qui a une démarche dite plan de transformation de l'économie française, qui essaye secteur par secteur, en s'appuyant d'ailleurs sur les connaissances de beaucoup de professionnels du secteur, de chaque secteur, qui viennent alimenter nos analyses, essayer de dessiner des pistes de décarbonation. Donc, bien sûr, le transport, ça fait 30% des émissions de gaz à effet de serre en France, c'est le premier secteur émetteur, donc forcément on s'y intéresse. On s'y est intéressé d'ailleurs en découpant le sujet en 3 morceaux, puisqu'il y a les transports de marchandises, et puis mobilité des voyageurs, deux types d'analyse de 2 secteurs, la mobilité dite de longue distance et la mobilité
courte distance ou quotidienne. Voilà. Donc le seuil de distance, c'est 100 km. En t'écoutant, Gavin, je me demandais s'il y avait un lien avec les 100 km du confinement. Oui, je me suis posé la question du tourisme de proximité. Où commence la proximité? En fait, je m'étais posé un peu la question aussi en préparant. Mais en effet, les 100 km, bon, on va dire que c'est schématique, mais tu es spécialisé du tourisme longue distance, hein, c'est ça? Moi, j'étais plutôt sur le secteur de la longue distance. La longue distance, on a la chance d'avoir une photo intéressante d'ailleurs de la mobilité à longue distance, enfin de la mobilité générale des Français, dont la longue distance. C'est une enquête publique qui est faite tous les 10 ans et qui là a été réalisée juste avant crise sanitaire. Donc on peut s'appuyer assez largement dessus. On retrouve ce qu'Alice a présenté là tout à l'heure, le fait que les Français se déplacent quand même majoritairement en France. 86% des déplacements, même quand on se cantonne à cette longue distance, c'est à l'intérieur de l'Hexagone, et donc 14% vers les Outre-mer ou l'international. Et donc, on a fait le portrait de cette mobilité-là, et nécessairement, on a vu que même s'il y a 20% de déplacements professionnels dedans, il y a 80% de déplacements à motif privé loisirs, dont très largement les vacances et le tourisme. Du coup, c'est par ce biais des déplacements qu'on s'est retrouvé à s'intéresser au tourisme, enfin, au lien entre le transport et le tourisme. Bon, il y a un rapport de l'ADEME aussi de l'année dernière, le bilan carbone du tourisme, que vous connaissez sans doute, qui dit que finalement, la grosse majorité de l'impact, 77% pour être précis, c'est les mobilités. Donc le tourisme, les impacts négatifs, puisqu'il y a beaucoup d'impacts positifs, mais les impacts négatifs en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est essentiellement la mobilité, dont majoritairement la mobilité en avion, d'après cette enquête, ce bilan carbone de l'ADEME. Et donc, on voyage en train? Est-ce que c'est la solution? On voyage en train, donc c'est la solution évidemment, parce que le voyage en train émet beaucoup moins que les autres modes, les deux grands modes concurrents qui sont l'avion et la voiture. En fait, en termes de kilomètres parcourus par Français et par an, c'est à peu près, ils sont à peu près à parité, l'avion et la voiture. La voiture fait 72% des déplacements, mais c'est des déplacements plus courts. L'avion, c'est beaucoup moins de déplacements. Les longs courriers, par exemple, c'est seulement 2% des déplacements des Français, mais ça fait 35% des émissions de gaz à effet de serre parce qu'on va très loin. Et le train, c'est donc, en particulier le train électrique, le TGV, c'est 50 à 80 fois moins d'émissions par personne kilomètre. On utilise la notion de voyageur kilomètre. C'est 50 à 80 fois moins d'émissions que la voiture ou l'avion. Donc évidemment que reporter vers le train, c'est une des priorités. Mais le coût du train, est-ce que faire un voyage parfois à l'autre bout du monde coûte moins cher que de faire un simple voyage en train, l'avion, le ratio train-avion, est-ce que c'est... Comment l'éviter? Quelle solution peut-on trouver éventuellement? Le doublement des voies, on en parlait, est-ce que ça serait une solution peut-être? Comment faire baisser le prix du train pour essayer de faire baisser... Alors le prix de l'avion, les choses vont peut-être changer. Ces jours-ci, c'est en train d'évoluer. On nous parlait beaucoup des prix des low cost qui étaient extrêmement bas. On sait que souvent, il y a derrière des politiques sociales ou environnementales qui ne sont pas forcément extrêmement à recommander. Je ne sais pas comment dire les choses, mais ça va peut-être changer beaucoup parce que le prix du carburant est un poste de coût majeur pour les compagnies aériennes. Ça représente à peu près un tiers de leur coût. Donc, il y a des chances quand même pour que les prix des billets d'avion évoluent à la hausse. Quant au train, c'est vrai qu'il est cher. Alors, il n'est pas si cher que ça quand même en moyenne. C'est 10 centimes par voyageur kilomètre. Ce qui n'est pas si cher que ça quand même, mais pour une famille, ça chiffre vite. Et puis si vous voulez partir les jours de grand départ où il n'y a pas de tarif réduit, ça fait très cher. Donc ça, on en est bien conscient. Mais le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas assez de trains, donc pas assez de destinations desservies, et puis aussi pas assez de trains en circulation actuellement. Donc je ne sais pas si les représentants de la SNCF nous
On nous confirmait ça tout à l'heure, mais on entend que les trains sont blindés pour cet été. Donc il faudra davantage de trains. Et sur les coûts, il faudra aussi sans doute voir si on peut faire baisser le prix des péages, puisque actuellement, dans le prix d'un billet de train, vous avez à peu près 40% pour le coût d'utilisation des infrastructures. Donc ça, c'est une variable qui est totalement politique. Et si tout le monde décide que dans le billet de train, il faut payer moins largement l'infrastructure, on peut se rapprocher du coût marginal, puisque finalement, actuellement, on est plutôt sur une logique de coût complet, c'est-à-dire que la collectivité ne finance pas ce type de voyage. On peut parfaitement décider, et en particulier vu les mérites environnementaux du train, qu'on baisse le prix du billet via en particulier une baisse du prix d'utilisation de l'infrastructure. Donc c'est quelque chose qui pourrait se faire. Merci Béatrice. Saskia, est-ce que je te vois noter plein de choses depuis tout à l'heure, tu fais le relais peut-être par rapport au changement. On rappelle que tu es anthropologue du tourisme et que tu réfléchis aux façons dont on voyage. Est-ce que pour toi c'est du pain béni ces 3 dernières années? Parce que c'est vrai que tout est remis en cause quelque part. On ajoute une façon de voyager, il y a une autre façon de prendre le train, de prendre les moyens de transport. Il y a un nouveau tourisme. Et comment tu analyses toi aujourd'hui en tant qu'anthropologue cette façon dont l'homme se meut? Est-ce qu'il bouge autrement? Est-ce qu'il a d'autres habitudes? Est-ce que c'est dans sa façon d'être de tout d'un coup rester à quai et de chercher autrement son ailleurs? Bonjour. Alors, non, je ne dirais pas que la pandémie est du pain béni, mais là, j'aurais plutôt fait une réponse de sociologue. Alors, sur la question en tant qu'anthropologue, si je remets la casquette d'anthropologue, il y a tous les humains cherchent à aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la colline, et il y a une industrie qui, à un moment donné, dans l'histoire, s'est saisie de ça, et on a fait ce qu'on appelle l'activité touristique. Mais l'immense majorité des gens qui voyagent, pour différents motifs, c'est aussi un désir d'aventure. Et ça, souvent, on ne le voit pas parce qu'on n'a pas les chiffres pour le voir. Pour vivre en Afrique de l'Ouest, les gens vont prendre des taxis-brousses, différentes modalités. C'est lié aussi à des classes d'âge. Et donc, rappelez que seulement 5% de l'humanité a pris l'avion. Et que quand on dit, est-ce qu'il y a une révolution, etc. Bon, et 86%, enfin ça se discute, mais à peu près 85% des Français partent en vacances en France. Donc ce que je pense qui s'est passé avec la pandémie, c'est pas une révolution, c'est une révolution dans les imaginaires des institutionnels et des industries, et de voir comme la vague qui se retire, celle du tourisme international, celle de ces indicateurs, et de voir qu'est-ce qui reste. Mais ce qui reste, en fait, c'est ce qui fait vivre le tourisme dans les territoires. C'est après, parce que la question par exemple, des retours financiers du tourisme, ça dépend comment on le calcule. Et donc si on se base sur, par exemple, les nuitées dans l'hébergement marchand, ça ne représente que 50% des hébergements, donc on rate la moitié. Donc tout est comme ça. Donc en fait, ça fait depuis toujours et partout, la plupart des gens font du tourisme de proximité, ou en tout cas, ils partent en vacances. Leur premier motif, c'est se reposer et se retrouver. Parmi ceux-là, il y en a qui vont avoir des activités touristiques. J'aime bien le terme de tourisme de proximité parce que c'est un oxymore, parce que le tourisme, c'est l'idée, tu vas loin, tu vas rencontrer l'autre. Il y a une idée de lointain, de dépaysement et d'altérité, alors que la proximité, c'est l'inverse, c'est l'affinité et c'est le voisinage. Or, il me semble que justement, ça permet de resituer cette question du tourisme dans une question plus globale, qui est celle de l'osium, le loisir, le rapport au temps libre, dans lequel on a du temps libre, libéré. C'est ce qui fait l'homme libre, dans le temps grec, dans le roman, et moins les femmes, et puis un certain type d'hommes, mais bon, pour y revenir. Et puis là-dedans, il y a des vacances, et puis dans ces vacances, il y a un tout petit nombre de gens qui vont faire du tourisme, au sens où ils vont faire un circuit, ils vont être mus par des questions de découverte. Mais on peut aller à l'autre bout du monde pour partir en vacances. Et à mon avis, les réflexions à venir, c'est moins sur... c'est tous les gens, ce qui a été dit, qui font en fait aller à l'autre bout du monde parce que c'est moins cher, parce que c'est plus pratique, parce que c'est plus simple de prendre l'avion, d'avoir un tout inclus que de prendre le train. Et c'est là-dessus, il ne s'agit pas tout de se dire finalement on ne voyagera plus.
Je pense, par exemple, l'enjeu aussi en termes de train, c'est plutôt les moyens courriers que les longs courriers, parce que c'est compliqué d'aller en train à New York, par exemple. Donc, par contre, sur les moyens courriers, il y a des choses à penser. Donc moi, ce que j'ai l'impression, c'est que finalement, d'une certaine manière, la pandémie a accéléré quelque chose qui relevait d'un combat culturel pour des raisons écologiques, mais aussi sociales, en fait, de non-reconnaissance du fait que les vacances, le droit aux vacances, les pratiques de vacances populaires, démocratiques, n'étaient pas vues, pas perçues, pas présentées par l'industrie et les institutions touristes. Tout d'un coup, elles sont apparues, c'est ce qui est resté, en fait. Et 94% des Français sont partis en vacances en France, mais ils étaient 85 l'année précédente. Et voilà. Et donc, ce qui était très intéressant, on a travaillé là-dessus pour un numéro sur tourisme et pandémie, c'est de voir aussi la résistance des vacanciers français par rapport à d'autres populations européennes, parce que c'est fait partie d'un droit, en tout cas c'est perçu comme un droit et un devoir fondamental dans la société française. Les gens se sont battus pour, ça fait partie des grandes avancées démocratiques. Et donc en fait, si on sort des indicateurs tels qu'ils sont produits par l'industrie aérienne ou l'industrie du transport, c'est-à-dire en gros ce qu'on fait quand on ne fait pas des vacances, du loisir, c'est-à-dire comment on dort et comment on se transporte, et qu'on part de ce que font les gens, finalement ils veulent rester à un endroit, c'est ce qu'ils font. Et en fait ce que la pandémie permet, et ce qu'on va appeler tourisme de proximité, c'est voir ça. Et je trouve ça très intéressant parce que depuis, alors ça avait déjà commencé, on en avait discuté il y a quelques années, notamment avec le CRT d'Occitanie, c'est comment est-ce que tu peux voir ce qui n'était pas visible parce qu'on n'a pas les indicateurs, parce que les indicateurs sont basés sur des flux, sur de la quantité, sur un panier moyen, mais pas la manière dont les territoires, les personnes s'en saisissent. Et puis aussi cet imaginaire du dire que le touriste, c'est toujours l'autre. Alors c'est toujours l'autre quand on est dans un autre pays qu'on ne veut pas être vu comme un touriste, donc ça c'est un problème des classes aisées occidentales, mais c'est aussi que en fait nous sommes tous aussi des gens qui vont avoir des pratiques de loisirs, de proximité, de vacances et de tourisme, et que donc ce que vous présentez, moi je suis très heureuse d'entendre ça, parce qu'en fait c'est comment est-ce qu'on repense les choses, et non pas d'un côté il y a les habitants et de l'autre côté il y a les touristes. Non, la plupart des gens partent à moins de 4 heures de voiture de chez eux. Donc concrètement, tout le monde, l'immense majorité des gens font du tourisme de proximité. Donc la question c'est comment on le voit, au sens, là, pour le coup, sociologique, de chiffres, etc., comment on le calcule, mais aussi comment on accueille ces personnes, parce qu'évidemment, ce qu'on leur propose, c'est pas tout à fait la même chose que si on a un imaginaire d'un type qui arrive à l'autre bout du monde, et ce qui nous intéresse, c'est le panier moyen, et puis aussi, en termes politiques, plus la personne vient de loin, plus elle est désirable, et ce qu'on met en avant, c'est tant de centaines de millions de touristes qui sont arrivés dans tel pays, dans telle ville, etc. Et donc là, pour le coup, ça demande quand même une petite révolution. On va dire qu'on avait des indicateurs que je pourrais qualifier de masculinistes, le plus haut, le plus loin, le plus... Voilà. Et que là, il faut quand même repenser les choses un peu différemment. Mais il ne s'agit pas d'une révolution des pratiques. C'est une révolution de la manière de regarder qui fait quoi, qui va où, qui désire quoi et comment ça se passe. Donc voilà. Et je pense que la question du temps, elle est fondamentale, parce que l'industrie du tourisme, l'activité touristique, c'est une façon de nous faire consommer de l'activité. Donc c'est un rapport à l'espace. Et donc plus vous consommez, par exemple, de courts séjours, où vous faites des longues distances, en fait, plus finalement c'est distinct. Enfin, vous avez une distinction sociale par rapport à ça. Vous faites fonctionner un certain type d'activité touristique, mais il y a toute cette autre activité qui est moins visible, qui est celle qui fonctionne sur le temps, sur le rapport à la durée. Le fait de se poser quelque part, le fait d'habiter sur un territoire, même si c'est pour 3 semaines. Et comme ça n'est pas visible parce que ça n'était pas calculé, on a regardé que la partie qui était dans le rapport à l'espace. Or, l'Osium, ce qui fonde l'homme libre, c'est quand même ce rapport au temps, et prendre le temps. Et donc, avec la pandémie, c'est apparu à ceux qui ne prenaient pas le temps, parce que la plupart des gens, quand même, ils prennent 3 semaines et ils vont se poser dans un endroit. Hein, c'est quand même ça la majorité des vacances des Français. Et puis aussi, il y a une plus forte porosité entre le temps de travail et le temps de loisir, pour le meilleur et pour le pire, hein, on est d'accord, on peut en discuter. Mais du coup, ça fait que, notamment avec le télétravail pour certaines personnes, il y a complètement une autre économie qui se peut mettre en place, avec finalement une offre économique qui va être moins sectorisée, soit pour les habitants, soit pour les touristes. Et je pense que c'est très intéressant. Tout ça existait déjà, mais ça peut prendre une autre dimension. Et voilà.
Jean-Baptiste, est-ce qu'au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, vous sentez cette différence entre le temps de travail, télétravail? Est-ce qu'on rajoute une journée le vendredi pour faire un week-end de 3 jours? On met les enfants, je ne sais pas, bref, il y a plein de solutions différentes qui arrivent. Il y a une nouvelle façon aussi de voyager à ce moment-là. Ça ouvre d'autres perspectives d'un point de vue touristique pour vous au niveau de la région ou pas? Alors, je ne pense pas que c'est le cas de la Nouvelle-Aquitaine, ce nouveau rapport au travail, les modes d'organisation qui changent, etc., les temps libérés qu'on vient de partager. Ce en quoi je crois profondément que c'est une nouvelle façon de se projeter sur les années à venir, sur le temps travail, temps loisir, etc. J'évoquais tout à l'heure la semaine de 4 jours. Pour une partie de la population où le travail le permet, évidemment, l'impact du télétravail, mais encore une fois, on part de X% parmi X% qui peuvent partir en vacances, donc il faut ramener ça à quelques chiffres. Ce que ça a réellement changé, c'est qu'on voit par contre l'adaptation de l'offre qui s'est fait rapidement. Des hébergeurs qui proposent ce qu'il faut pour venir bosser en télétravail, pour être sur place, mais bosser le vendredi, et pour après être en tribu, en ami, dans la continuité du week-end. Tout ce qui a pu se faire avec la dynamique qui était bien avant le Covid, avec tous les tiers-lieux qui ont aussi maillé le territoire, de nouvelles façons de pouvoir se projeter sur les territoires pour se poser de façon éphémère, si on parle de court séjour ou de voyage de proximité. Il y a clairement une piste. Il y a clairement une piste. Aujourd'hui, tout le monde est équipé pour le faire. Il y a des choses à faire dessus. Ce que ça allonge aussi, à mon sens, cette partie-là, c'est côté offre, on va parler d'étaler l'offre sur les 4 saisons. Côté de ce qu'on est en train de dire sur les usages, c'est que ça va étendre peut-être quand c'est que j'ai besoin d'aller prendre l'air. Je ne dis pas que c'est 3 semaines pendant les vacances d'été, mais si ma vie perso le permet, ma vie pro, comment je vais prendre l'air au mois de novembre, sans forcément aller dans l'hémisphère sud pour profiter. Donc, je ne dis pas que c'est une tendance, je dis que structurellement, notre société est en train d'évoluer sur la relation au travail, et donc ça évolue sur le temps libre pour avancer. Mais là où je rejoins, tout à l'heure, je parlais des premiers leviers, ça ne peut pas se faire sans l'habitant. Le deuxième levier qui était autour de la non-frontière à avoir entre tourisme et loisirs. Pour moi, le troisième levier, c'est cette histoire de ralentir, sans dire forcément slow tourisme, qui peut direct embrayer sur une vision de marketing et tout ça, mais qu'est-ce qui fait qu'une destination, qu'un territoire touristique, il a une singularité qui va faire déclic de tu peux venir à 40 km de où tu habites pour passer du temps, un week-end, prendre l'air, pour pas dire tourisme. Et ça, il y a vraiment à travailler collectivement sur ça, parce que comment je le fais, pas forcément en voiture. Moi, bien sûr, adepte du train, mais on a énormément de problèmes d'infrastructure pour ces derniers 10 km, 20 km. Donc il y a vraiment de la créativité entre les opérateurs pour créer ces services de liaison, puis les institutions, bien sûr, autour de ça. Donc, par rapport à ta question, pour moi, c'est vraiment, vraiment lié à cette partie-là de ralentir, sachant que c'est très paradoxal, parce qu'un des quatrième leviers, c'est que le tourisme n'a presque jamais été autant actif. La dimension cyclotouriste en ce moment est quand même assez forte. Toujours petit clin d'œil à la Nouvelle-Aquitaine, on a le géocaching qui est mis en place depuis pas mal de temps sous la propulsion du CRT. C'est invisible que c'est les institutionnels pour le client final, mais c'est 2,5 millions de joueurs et 73... Tu rappelles ce que c'est justement le géocaching? Oui. Je vais vous la faire courte, c'est en gros un parcours, une itinérance, et on a pour aller trouver une cache à la fin, et on a des challenges, une micro-enquête qui nous permet de passer 2 heures, 3 heures, 4 heures avec des niveaux. Donc ça marche super bien avec les familles, mais pas que. Et donc je disais, c'est 73% des joueurs qui sont néo-aquitains et qui vont voyager en Nouvelle-Aquitaine, qui vont donc du coup organiser une journée ou un week-end pour aller consommer ça. Donc c'est hyper intéressant, parce que pour faire écho à ce qu'on évoquait, comment c'est au départ d'une gare et non pas à 40 km de la gare par rapport au transport, pour pouvoir activer ça. Ça rejoint juste un petit point
qui, moi, m'est cher, au-delà de tourisme de proximité, c'est surtout tout ce qu'on dit, ce que ça crée en économie de proximité, par rapport à ces relations entre les opérateurs qu'il peut y avoir dans toutes ces dynamiques-là. Parce que pour faire écho à Terre Aventura, ce que ça fait fonctionner, ça va être le commerce du coin. Le cafetier qui est sur cet itinéraire-là, il a des fréquentations qu'il n'avait peut-être jamais eues avant que ça soit venu structurer l'offre du territoire. Ou le lien avec les liaisons gares, ce que ça peut créer pour des indépendants qui sont peut-être VTC, qui sont n'importe en fait, mais c'est comment en proximité cette richesse circule entre les opérateurs, et du coup ça fait écho aussi à toute la logique d'économie circulaire qu'il peut y avoir, de circularité de la richesse et compagnie. Mais voilà, c'est vraiment, à mon sens, c'est pour ça que je parlais, je ne sais pas si c'est révolution ou si c'est vraiment un prisme à avoir pour repenser les X schémas de développement qui sont en train de sortir avec marqué durable dessus, et où prendre le prisme de la proximité, quelle qu'elle soit, carte isochrone, 2 heures de route ou 2 heures de train, à voir, clairement, c'est pas la même zone de chalandise, ça fait créer des nouvelles choses, en fait. Ça fait créer des nouvelles offres, des nouvelles compétences et des nouvelles ramifications entre les acteurs privés et publics. Merci Jean-Baptiste. On devait avoir la présence de Ferdinand Martinet de Chiloé ce soir. Il a mis en avant un terme qui est la micro-aventure. C'est né là depuis un an. Il me donne des chiffres qui augmentent. Au début, c'était juste des petits plans entre copains. Ils se donnaient des tuyaux pour aller visiter une forêt, pour aller traverser une montagne, etc. Et en fait, ça prend une proportion énorme. Il vient de sortir sa Bible de la micro-aventure chez Marabout. Et je dois le dire aussi, au Routard, on a sorti un album sur la micro-aventure. Mais l'idée, c'était vraiment ça, c'était comment, près de chez soi, on pouvait créer du micro-tourisme, je ne sais pas si on peut dire ça, ça pourrait être ça aussi, le tourisme de proximité, une aventure pas loin, pas trop chère, pas trop longue, et c'est vraiment ça pour essayer de capter une autre façon de voyager, de capter d'autres personnes qui ne voyageraient pas. Tout d'un coup, on se rend compte que pas loin de chez soi, on a un stage d'orpaillage dans la rivière, pas loin, il y a ça à Nîmes, pas loin. Oui, on peut faire ça, Saskia, si tu veux, on peut faire ça. C'est pas très écolo. Tu prends de l'eau tout simplement. Oui, tu joues. Oui, non, on y va doucement. On peut faire d'autres aventures. On peut faire un stage de yoga au pays du Camembert. Enfin bref, il y a plein de choses possibles. Mais donc il y a de nouvelles offres et tout d'un coup, pas loin de chez ça vous tente pas dans le stage de yoga au pays du Camembert? C'est pas mal. Bref, il y a plein d'aventures possibles on se rend compte que tout d'un coup, la France est une terre d'aventure, pas très loin de chez soi. Et c'est ça aussi, je pense que ça a développé. Tant mieux, ça offre d'autres possibilités. Alors après, en effet, ça change les comportements touristiques, ça change les comportements de voyage et de transport. Saskia, tu veux peut-être rebondir, ou Béatrice, je ne sais pas si vous voulez ajouter un mot à cette grande déclaration. Juste sur micro-aventure. Alors, je suis un... Disons qu'il y a, je ne sais pas, ça change certaines pratiques, mais il y a aussi des phénomènes de mode. Il y a tout le temps des gens qui vivent des micro-aventures. Bon, ça s'appelle comme ça, mais voilà. C'est l'idée que tu sors de chez toi et que l'aventure est au bout de la rue. C'est l'expérience. Et donc la question de l'aventure au bout de la rue, c'est une grande histoire. C'est ce roman de Maspero qui fait le tour du 93. Enfin, voilà. Comment est-ce qu'on redécouvre et donc la question de la façon dont on enchante son voisinage, c'est une grande question. Et après, finalement, effectivement, les opérateurs touristiques peuvent s'en saisir. Mais je pense que c'est quelque chose de plus large. C'est comment est-ce que finalement on sort de cet imaginaire que, en fait, n'est désirable que le lointain, et comment on apprend à réenchanter. Et c'est ce qu'on fait finalement quand on a de la famille, qu'on commence à visiter autour de chez soi, ou des amis qui viennent. En fait, quand on fait des enquêtes, beaucoup de gens visitent en fait le château ou le musée à côté de chez eux parce qu'ils ont de la famille qui vient. Donc ils se mettent dans une position en fait de, voilà, c'est pas forcément l'aventure, mais voilà, on avait travaillé à partir de 2014 sur le programme Migrant Tour, donc c'était le voyage à 0 km. Donc on a une quarantaine de balades comme ça, sur le Mali à Châteaurouge et tout ça. Et donc voilà, c'est pareil. Et donc ce que nous racontent les gens, c'est « Ah ben j'ai voyagé ». Mais en fait,
La question, c'est comment est-ce que ça colle avec, à un moment donné, un air du temps, et comment aussi on arrive à le construire comme quelque chose de légitime par rapport à l'idée que ce qu'il faut avoir raconté de ses vacances, c'est d'être allé à l'autre bout du monde. Donc c'est en ça qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Ça modifie la perception. Béatrice, est-ce que tu crois qu'on va arriver au zéro carbone, du coup, grâce à ce tourisme de proximité? Est-ce que je puis me permettre cette provocation? Si on arrivait à mettre tout le monde en marche à pied ou à vélo, on arrive à zéro carbone. Donc nous, c'était pas complètement notre démarche et notre conclusion, parce on n'est pas fraîchement dans la proximité. Quand on parle de faire du train en Europe, par exemple, c'est plutôt l'idée de faire 1000 à 2000 km en train de nuit. Donc là, on émet forcément un petit peu. Ce qu'il faut voir, c'est que ce type de voyage, c'est une très belle expérience. Tu milites pour le train de nuit. Oui, bien sûr. Je milite pour le train de nuit et également pour tous les types de trains. Hein. Tous les types de trains, parce qu'on a besoin de tous. On a besoin aussi donc, de continuer à amplifier l'effort sur le développement de la grande vitesse, qui est quelque chose quand même qui marche bien en France et qui permet de desservir bien le pays. Et on peut augmenter le nombre de gares desservies d'ailleurs quand même, puisque actuellement il y a à peu près 300 des 3000 gares françaises qui sont desservies en direct par un TGV ou un intercité. Donc ça fait 1 sur 10. Ce qu'on se dit, c'est si on pouvait multiplier par 2 le nombre de points desservis en direct, ça serait quand même déjà un progrès dans l'accessibilité du territoire et certainement plein de destinations intéressantes à découvrir de manière plus commode. Si je peux poser une question, parce que je suis aperçue que... C'est bon. Il faut que tu rapproches le train, je prends le train de nuit demain pour Toulouse, donc le train de nuit est revenu. Oui. Donc j'étais très heureuse de voir ça. Vous avez dit que c'était une question politique. Effectivement, je pense que cette question, elle est éminemment politique. Il y a eu des choix qui ont été faits, hein, supprimer les trains. On pourrait en discuter pendant des heures. Concrètement, on le voit, la plupart des initiatives, elles sont prises plutôt par les collectivités locales. Bon, c'est le cas depuis l'invention du tourisme. Hein. C'est pas nouveau, mais à un moment donné, il faut bien des régulations à l'échelle internationale, la Convention de Chicago, tout ça, et puis à l'échelle des États. Donc, vous, en tant que collectivité locale ou opérateur, c'est une vraie question, hein, opérateur touristique, think tank, voilà, à quel moment, finalement, on parvient à pousser à l'échelle européenne ou à l'échelle des États un autre type de discours que celui qui est tant de centaines de millions de touristes, des touristes vus comme ceux qui viennent d'ailleurs. Et le passage au Quai d'Orsay a eu des avantages, mais enfin, il a aussi été de passer à l'idée que les touristes, c'est forcément de la diplomatie culturelle. J'ai rien contre, mais enfin, du coup, ce qui fait l'immense majorité de ce qui fait vivre les territoires et de ce que font les gens, voilà. Et donc, quand un ministère qui serait tourisme, loisirs, vacances, est-ce que c'est envisageable? Est-ce que vous le faites? Alors, il y a des tourisme et culture au niveau des territoires, ça se fait. Est-ce que M. Ocar veut répondre? Pardon Comme il y a une interpellation, je ne suis pas le seul sur ça, mais d'abord, ça commence par afficher autre chose en termes de valeur. Pourquoi à Paris, on parle tourisme durable et pourquoi j'arrête pas de répéter ça? C'est pas simplement parce que c'est un mot à la mode et tout ça, mais à un moment donné, le problème qu'on a par rapport au tourisme, c'est que, vous le savez parfaitement, vous travaillez dans ce domaine-là, c'est que ce qui est promu comme valeur en termes de tourisme, c'est on prend l'avion pour aller sur une plage avec des cocotiers. Je caricature à peine les affiches que vous avez dans le métro et quand même tout ce qui est promu comme valeur auprès de tout le monde en disant mais en fait si tu prends juste ton vélo et que tu fais 200 km à côté de Paris, tu ne seras pas parti en vacances. Bon, là, il y a 15 jours, on a été dans une des auberges de jeunesse qui se trouve dans le centre de Paris, où il y avait un travail qui avait été fait avec des élèves des écoliers de l'arrondissement qui devaient être en cours en élémentaire de mémoire sur la question du voyage et la question du tourisme, et donc les gamins avaient fait des dessins. Tous les voyages où ils avaient à un moment donné fait un dessin sur le voyage, ils prenaient l'avion. Et c'était dans leur imaginaire, on leur avait pas dit le voyage il se fait forcément à l'avion, mais tous les voyages ils prenaient l'avion. Donc forcément, d'abord sur une distance un peu longue, et deuxièmement sur un coût carbone du voyage qui était quand même un coût carbone qui posait problème par rapport à tout ce qui a été dit là. Donc je pense qu'il y a une première chose, c'est à donner un discours qui est un discours
différent. Nous, c'est pour ça qu'à un moment donné, on parle du tourisme durable. C'est pour ça aussi que nous, on ne se fixe pas, par exemple, on a le retour des tourismes aujourd'hui. Je veux dire, on est dans des chiffres, des purs en termes de chiffres, qui sont ceux de 2018, de 2019, mais on n'est pas à dire, bon, bah, l'objectif, c'est d'exploser les scores de 2018 et de 2019 et de passer à du toujours plus du point de vue de ce qu'on a comme tourisme. C'est commencer à travailler sur un récit qui est un récit différent. Il y a quand même un espoir, c'est-à-dire que nous, ce qu'on voit à Paris, qui est zone touristique un peu différente du reste de la France parce qu'on travaille sur un tourisme qui n'est pas le même tourisme qu'on trouve ailleurs, c'est quand même qu'on a un tourisme, que ça revient avec un tourisme qui est un tourisme local. Et beaucoup d'Européens. Quand je dis local, c'est européen. Ce qui représente une zone de touristes plus locale, évidemment, que si on a des Nord-Américains, des Chinois, des Brésiliens, non pas sur le fait qu'ils ne doivent pas venir, mais sur le fait qu'il y a une attractivité beaucoup plus forte du point de vue du tourisme européen aujourd'hui que ce qu'il pouvait y avoir dans la période pré-pandémie. Donc ça veut dire derrière qu'on peut travailler par exemple sur d'autres formes de transport. De ce point de vue-là, ça veut dire qu'on peut travailler aussi sous d'autres formes de tourisme par rapport à ça. Mais je pense qu'il y a un vrai débat d'idées à mener à cet endroit-là, que les collectivités ne peuvent pas faire toutes seules, que derrière, il y a aussi des débats qui sont des débats, à mon sens, sur le plan de la législation. C'est tous les débats sur la substitution entre le train et l'avion. Alors, ce qu'il y avait eu dans la Convention climat entre le 2h30. Aujourd'hui, j'avais vu un rapport, je crois, de Greenpeace, il me semble, de mémoire, il proposait 5 heures. C'est-à-dire en disant, si le trajet en train peut se faire en 5 heures, bon, ça donne une zone beaucoup plus grande que simplement une zone intérieure. Voilà, ça donne quasiment une zone au niveau européen de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a des choses aussi coercitives à poser sur le plan législatif? Mais en tout cas, il faut poser le débat, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Parce que l'industrie touristique, celle du CAC 40, je vais être un peu caricatural en le disant comme ça, qui, elle, met des affiches dans le métro en disant c'est 20 € pour aller au Baléares faire l'aller-retour, vous pouvez vous derrière vous battre en disant non, il faut le train de nuit et je défends à mort le train de nuit, eh ben vous aurez un peu de mal parce que dans l'opinion publique, vous n'arriverez pas, vous remporterez pas le bras de fer. Donc il y a une vraie bagarre à mener là-dessus. Eh ben on est là pour mettre le débat en place. Merci. Merci à tous. Je crois qu'on va pouvoir terminer ce débat sur le tourisme de proximité. Merci à tous. Merci d'avoir apporté votre pierre à l'édifice. Et on va continuer cette soirée avec la remise des prix.